WADO vous rapporte des témoignages recueillis auprès des communautés confrontées à l'insécurité et à d'autres types de conflits. Bienvenue et merci de nous suivre chaque semaine. La fois dernière, nous faisions un focus sur les stratégies des groupes armés pour établir et maintenir les complicités au sein des communautés. Au début, là-haut, qu'ils viennent vous... la religion, ils viennent vous enseigner sur la religion, ils viennent vous aider, ils disent que ce sont des bonnes personnes, on vous enseigne, si on vient vous trouver en train de prier, on vous enseigne, comme ça quoi, on vous caresse, on vous donne de l'argent. Vous savez que dans le village là-haut, si quelqu'un vient, il vous sympathise, il dit qu'il est de la même religion que vous, il vient à la mosquée, il fait tout, vous avez des petits problèmes, il règle, ça a commencé comme ça. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ce sont des gens qui sont très bien informés. C'est pas comment ils parviennent à avoir des informations, mais ils sont très bien informés. Il suffit seulement qu'une personne les intéresse ou encore une personne les empêche de faire leur travail. Quand ils décident de t'attraper, ils ont des moyens pour aller te prendre jusqu'à dans ta chambre. C'est des cas qu'on nous rencontre. On dit on est allé prendre soit un juge à son domicile. Un étranger ne peut pas savoir que le juge il loge ici. Les groupes ont juste surfé, on va dire, de façon proactive sur l'extrême pauvreté des populations, l'extrême misère des populations, se sont proposés comme alternative, ont recruté, ont rendu justice à certains qui ne pensaient pas obtenir justice, en tout cas de par le représentant de l'État sur place. Et pour ce nouvel épisode, nous vous proposons de focaliser l'attention sur les ressources matérielles et financières des groupes terroristes. Des vols, des enlèvements, du razzia, ce qu'on appelle le razzia, et la revente de ces bétails-là très souvent sont source de financement. Il y a ce que les groupes terroristes islamistes font aussi, qu'ils appellent les zakat, torpiller les populations, les soutirer les biens céréalières et autres pour s'en servir au nom de la religion. Et tout à BG que les rebelles utilisent là, ça fait 25 millions l'unité. Ils en utilisent comme des arachides. Les armes sophistiquées, les RPG, les matériels sophistiqués de communication, de surveillance des territoires, ils en ont. Qui leur donne ça? C'est ceux qui tirent profit de la rébellion. Plutôt que de voir loin, souvent il faut voir proche. Lorsque ces groupes attaquent les camps, les casernes militaires ou autres, tout ce qu'ils cherchent de plus, c'est vraiment l'équipement. Ce sont les dotations et les financements extérieurs. Nous avons également des microfinancements extérieurs et l'autofinancement qui est l'activité principale aujourd'hui des organisations terroristes. Et ça se passe essentiellement par l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'exploitation de l'or et la collecte de taxes et d'impôts pour financer les activités criminelles. La question du trafic d'or de cigarettes, la question de pouvoir rançonner en fait des populations, et tout ça, en fait, on met une économie parallèle en place. Chaque semaine, vous écoutez ce magazine que nous réalisons avec le soutien de la Fondation Open Society. Je vous retrouve dans un instant. Plusieurs rapports d'experts ont vu le jour pour expliquer comment les groupes armés insurrectionnels et non étatiques acquièrent des ressources matérielles et financières. Ceux provenant de l'ONU mettent régulièrement l'accent sur le commerce illicite de drogue. D'autres sources sont également citées et vont de l'exploitation minière au vol de bétail, en passant par les versements de rançon. Le caractère sophistiqué des armes que ces groupes utilisent aujourd'hui suscite commentaires et inquiétudes au sein des hiérarchies militaires, des États et du cercle des experts en armement et sur les questions sécuritaires. Au Mali, par exemple, certains acteurs locaux sont accusés de soutenir ces groupes, sans oublier l'aide que leur procurent, de gré ou de force, certains membres des communautés locales. De plus en plus, des voix s'élèvent, particulièrement dans le centre du pays, pour dénoncer
cette forme d'appui. Nous allons sur le terrain pour faire le point. Et c'est avec cet élément d'Aliou Thiam. Le 6 août 2024, dans une de ses rares sorties sur les réseaux sociaux, Youssouf Toloba, leader influent du groupe d'autodéfense Dana Ambassagou, alertait les militaires au pouvoir sur la situation sécuritaire au centre du Mali. Dans cette vidéo, il accuse certaines populations de livrer des armes aux groupes extrémistes violents. La lutte contre les groupes armés terroristes dans le centre du pays devient de plus en plus difficile. Ce que je demande au président de la transition, c'est d'associer les populations dans la lutte antiterroriste, particulièrement les chasseurs traditionnels d'Onzo, parce que ce sont les populations qui fournissent des armes à ces groupes à travers des accords. Ces jeunes que nous avons rencontrés dans une localité du centre estiment que ces mêmes populations sont contraintes de payer des taxes. Des groupes armés non étatiques s'adonnent aussi au vol de bétail. Des vols, des enlèvements, du razzia, ce qu'on appelle le razzia, et la revente de ces bétails-là très souvent sont source de financement. Il y a ce que les groupes terroristes islamistes font aussi, qu'ils appellent les zakat, torpiller les populations, les soutirer les biens céréalières et autres pour s'en servir au nom de la religion. Pour Modibo Oumar Koulibaly, leader d'une organisation de la société civile, les sources matérielles des groupes armés terroristes viennent de pays étrangers sans les nommer. Je sais qu'ils sont financés. Vous connaissez une BJ, les Toyota BJ que les rebelles utilisent là. Ça fait 25 millions l'unité. Ils en utilisent comme des arachides. Les armes sophistiquées, les RPG, les matériels sophistiqués de communication, de surveillance des territoires, ils en ont. Qui leur donne ça? C'est ceux qui tirent profit de la rébellion. Ceux qui, pour le Mali, doit scinder tout ou partie de son territoire. C'est ceux qui ont les moyens qui les fournissent ça pour travailler pour eux. Des accusations dont Massiré Diop doute du bien fondé. Selon les journalistes et experts des questions sécuritaires, les groupes armés terroristes s'en prennent au camp militaire pour voler des armes et munitions. Ces équipements et autres ne sortent pas du néant, ne sortent pas du vide. Plutôt que de voir loin, souvent il faut voir proche. Lorsque ces groupes attaquent les camps, les casernes militaires et autres, tout ce qu'ils cherchent de plus, c'est vraiment l'équipement, le matériel, les véhicules, les armes, les munitions et ceci, cela. Souvent vous verrez que c'est facultatif pour eux de montrer des cadavres et autres. Mais là où ils mettent beaucoup plus l'accent, c'est l'arsenal qu'ils ont réussi à prendre. Donc chez eux, c'est ça d'abord la différence. Mais les gens essaient de voir loin. Ah, ils ont reçu des financements, D'accord, c'est possible, mais c'est encore très difficile à prouver. Rompre les flux financiers et matériels favorables aux groupes armés non étatiques reste cependant un défi majeur pour les autorités maliennes. Les acteurs que nous avons rencontrés préconisent à l'État des actions urgentes pour empêcher ces groupes de gagner du terrain. De Bamako, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio. Dans des milieux où les groupes armés violents sont actifs, ils mettent en place un système de captage des ressources financières et matérielles. La violence dont ils sont capables dissuade ceux qui, au sein des populations, oseraient leur tenir tête. Soumaïla La, analyste des questions sécuritaires. Quelque part, oui, c'est justifié. Ces impôts et taxes qui sont prélevés permettent à ces groupes qui sont extraordinairement bien organisés, qu'on l'accepte ou pas, d'assurer leur quotidien. Maintenant, au-delà de ce quotidien, vous avez la quasi-totalité de ces groupes qui ont pour stratégie des enlèvements, des rackets. Et jusqu'à récemment, ces enlèvements portaient quand même sur, on va dire, entre guillemets, de gros poissons ou des États que je ne citerai pas, ont payé des millions de dollars de rançon qui ont permis à ces groupes de se ravitailler, de s'équiper et de grossir les rangs, de recruter. Au-delà de cette considération aussi, il y a eu des accusations de pays qui sont fondamentalement attachés à l'application d'un certain nombre en tout cas de doctrines religieuses dans le Sahel et dans d'autres pays qui auraient été accusés de soutenir peu ou prou ces organisations.
il y a aussi toutes les activités de contrebande, de trafic de drogue, de trafic de cigarettes et autres qui permettent à ces groupes de se nourrir, de mettre en place un système d'accaparement d'une manne financière qui leur permette de vivre aisément et qui leur permettent de s'équiper et de mener des attaques ça et là. Soumaïla La, analyste des questions sécuritaires. Dans le viseur de certains Nigériens, ces dernières années, les puissances étrangères, au sein de l'opinion, celles-ci sont accusées de financer les groupes armés qui opèrent dans le pays. Certaines organisations de la société civile affirment sans preuve que ces puissances n'ont aucun intérêt à voir cesser des attaques terroristes contre le Niger, d'où leur soutien aux groupes qui en sont les auteurs. Je vous propose d'écouter quelques témoignages dans ce sujet de Murtala Zouberou. Au Niger, la théorie du complot prospère depuis l'arrivée des militaires au pouvoir depuis plus d'1 an. Sur les questions ayant trait à l'insécurité, elles sont nombreuses. Les voix de ces Nigériens ordinaires à se faire entendre. Quel que soit l'aspect évoqué, ils ont tendance à pointer du doigt la main des grandes puissances qui ont intérêt à voir le pays sombrer. Quand on évoque l'origine des sources matérielles et financières des groupes armés non étatiques qui endeuillent le pays depuis 2015, Abdoulaye Kellessi, un acteur de la société civile, affirme d'emblée que ces hommes armés seraient financés par de puissances étrangères. Les terroristes, aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils ont les moyens. Ils ont des armements aussi sophistiqués. Et ces mêmes personnes ont aussi les moyens de convaincre les populations locales à collaborer avec eux. Donc d'où viennent tous ces moyens? Et tout le monde sait aujourd'hui, même le dernier villageois est conscient que ces gens sont financés par l'Occident. Et nous avons toujours décrié cela depuis longtemps, depuis très longtemps. Par rapport à ces mauvaises pratiques, nous avons toujours crié non, 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 arrêtez. La réalité est simple. Maintenant, comment est-ce qu'on va dire qu'un terroriste qui est dans la brousse, d'ailleurs qu'on ne peut même pas voir, peut convaincre, peut donner de l'argent? On a vu dans les vidéos des terroristes qui ont été tués, on voit qu'ils ont des paquets d'argent sur eux. Ils sont bien équipés aussi, ils ont des armes d'ailleurs que vraiment l'adversaire n'a pas ces armes. Et qui les amène? C'est en brousse qu'on fabrique ces armes? C'est en brousse qu'on fabrique les billets? Non, s'il vous plaît, il faut qu'on se respecte quand même. Et il faut que ça s'arrête. On ne peut pas toujours continuer comme ça à dire que non, les terroristes, ce n'est rien que nous-mêmes. Ce n'est rien que nous-mêmes et ceux qui financent, les bailleurs. À Dosso, dans le sud-ouest du Niger, nous rencontrons Sounali. La soixantaine soutient aussi que des forces étrangères supportent les groupes armés non étatiques. Les gens parlent souvent des puissances étrangères qui financent les groupes armés. Moi, personnellement, je peux vous dire, outre ces forces étrangères, il y a également des gens qui les financent et on ne veut pas en parler, ça je vous le dis. Donc, arrêtez d'indexer les puissances occidentales uniquement dans cette histoire. Au Niger, des acteurs de la société civile et des populations dénoncent régulièrement cette complicité entre les groupes armés terroristes et des puissances étrangères. Aucun lien n'est établi entre ces allégations sans preuve et la décision des autorités nigériennes de dénoncer ces derniers mois les accords militaires conclus avec de nombreux pays occidentaux disposant des bases dans le pays. De Niamey, Murtala Zouberou pour West Africa, Démocratie Radio. Nous voici avec Moussa Aksar, journaliste nigérien d'investigation, spécialisé sur les questions sécuritaires. Il explique le lien entre acquisition de matériel par certains groupes armés et le trafic de drogue. L'argent issu de ces trafics alimente bien sûr le terrorisme. Vous savez, un jeune trafiquant a été pris par les autorités compétentes parce qu'il est parti acheter des armes en Libye. Ces armes ont été tracées et il s'est retrouvé et ces armes ont été tracées. Il les a revendues aux terroristes qui ont attaqué le sud, qui ont attaqué des bases de l'armée nigérienne. Donc il a été appréhendé, mais il se trouve qu'il fait partie d'un groupe. Et ce groupe-là, c'est un groupe qui est puissant, qui fait le trafic de drogue, mais dont on n'a pas
pu mettre la main sur les principaux acteurs de ce trafic-là. Donc le trafic de drogue rime avec terrorisme. Si les États du Sahel veulent lutter contre le terrorisme, il faudrait bien qu'ils mettent l'accent sur le terrorisme que sur le trafic de drogue. Parce que aujourd'hui, si vous regardez, le terrorisme est en train d'essayer de faire une expansion vers les pays côtiers. Et la drogue, le plus souvent, vient des pays côtiers. Si on ne fait pas attention, si on ne concentre pas les efforts sur la lutte contre la drogue, d'autant plus que les terroristes aujourd'hui, leur source de financement qui est la rançon, n'ont plus cette source de financement, ils se sont tournés vers le trafic de drogue en blanchissant l'argent de ce trafic pour se procurer des armes. Et c'est pour cela les États côtiers, les États qui sont le long de la côte, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana et beaucoup d'autres pays, le Togo, doivent lutter contre le trafic de drogue. C'est la principale source qui alimente les groupes armés terroristes au Sahel qui essaient de faire une expansion vers les côtes. Et à partir de ces côtes, c'est les pays européens qui seront touchés. Moussa Aksar, journaliste nigérien d'investigation spécialisé sur les questions sécuritaires. Vous suivez le magazine intitulé Dans le Sahel sur la West Africa Democracy Radio. Focus aujourd'hui sur les ressources matérielles et financières des groupes armés. Le point, cette fois, de la situation au Burkina Faso. Une structure nationale, l'Observatoire économique et social, a établi que le financement du terrorisme est d'abord extérieur, avant d'être local. Les groupes armés profitent aussi des trafics et de l'exploitation illicite des ressources minières, ce qui a des répercussions certaines sur l'économie du pays. Martin Kaba est là pour nous en dire plus. C'est un constat dressé par l'Observatoire économique et social. Au Burkina Faso, le terrorisme a plusieurs sources de financement. Au début, explique cette organisation qui a mené une étude sur la question en 2020, les groupes armés étaient financés essentiellement par des ressources extérieures. Mais le rapport ne précise pas la provenance exacte de ce financement. Bernabé Kambou, coordonnateur de cet observatoire. Ce sont les dotations et les financements extérieurs. Nous avons également des microfinancements extérieurs et l'autofinancement qui est l'activité principale aujourd'hui des organisations terroristes. Et ça se passe essentiellement par l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'exploitation de l'or et la collecte de taxes et d'impôts pour financer les activités criminelles. Selon cette organisation, environ 80 milliards de francs CFA auront donc servi au financement du terrorisme au Burkina Faso à ses débuts. Une ressource qui a progressivement évolué vers le financement local à travers le trafic de l'or, des bétails, mais aussi de la cigarette, du carburant, des armes et d'autres produits. Commissaire Rachid Palinfo, expert en gouvernance et sécurité. Ceux-là qui font du trafic de drogue sont en grande partie ceux-là qui contribuent au financement du terrorisme. Parce que tant qu'il y a de l'insécurité, les autorités seront moins regardants sur les questions subsidiaires dans la drogue, parce qu'actuellement, quand vous prenez les pays du Sahel, la priorité, c'est de désarmer les groupes terroristes, c'est de combattre les groupes terroristes. Donc les énergies sont beaucoup plus focalisées là-bas. Et du coup, malheureusement, souvent, on passe à côté de ce que nous appelons le soutien au terrorisme. À Waïguya, dans la région du Nord, ce leader de la société civile et militant des droits humains a observé et documenté des techniques de financement local des groupes armés. Rasmane Bari. Quand ils ont vu, et aussi les combattants aussi veulent des moyens, les trafiquants aussi peuvent profiter. Donc on les laisse les couloirs, ils passent et ils enlèvent un peu, ils donnent. C'est tout. C'est un business entre des gens. Sinon, c'est pas les touristes eux-mêmes ne sont pas des trafiquants. Non, ils profitent bien sûr de la galanterie de ces trafiquants-là. C'est tout. Là où c'est les jeunes là, qui partent là, en temps, bon, il faut les payer parce qu'ils leur donnent beaucoup d'argent. Donc ils vont creuser et ils vont encore passer par les circuits des trafiquants là pour aller les vendre. Et les animaux, c'est les mêmes choses, on les vend à Ouibi, à Ouagadougou et à Djibo. Peut-être il y a un parc à bétail tout juste à la sortie là. Si vous partez, vous allez trouver beaucoup d'animaux là-bas.
vous allez savoir que tous ces contre-trafics-là, ça revient ici. À côté des financements extérieurs et ceux acquis localement à travers les trafics, le terrorisme est également financé indirectement par les États. Cela à travers les rançons lors de la libération des otages, explique sur les antennes de la télévision nationale l'économiste professeur Idrissa Ouedraogo. On a observé qu'il y a quelques années de cela au Burkina que nous étions champions dans la libération des otages, et vous comprendrez que la libération des otages qui sont pris par les terroristes était de façon générale suivie de financement de ressources qu'on donne à ces terroristes pour pouvoir donc libérer nos otages. Je crois que l'un dans l'autre, il y a un conglomérat d'activités criminelles qui sont autour. Les ressources financières ainsi mobilisées sont utilisées pour l'entretien des membres des familles des groupes armés, l'achat d'outils et d'équipements, le recrutement de nouveaux membres et la propagande de leurs actions. Tout cela avec d'énormes répercussions sur les économies locales. Toutes ces activités illégales, notamment la question de l'orpaillage qui a été citée, la question du trafic d'or de cigarettes, la question de pouvoir rançonner en fait des populations, et tout ça, en fait, on met une économie parallèle en place. Il y a ce que nous appelons en économie une forme d'effet d'éviction, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui aurait pu être utilisé pour l'économie officielle et formelle se retrouve à être utilisé dans un autre système dont les retombées sont totalement différentes et n'arrivent pas à avoir des retombées réelles sur nos économies. Donc déjà sur ce plan-là, il y a quand même un impact sérieux sur l'économie. Selon ce spécialiste, il est important pour le pays de lutter contre le blanchiment de capitaux pour parvenir à couper les sources de financement du terrorisme. De Ouagadougou, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Nous sommes maintenant avec Baba Dakono, chercheur et secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. D'abord, les groupes au Burkina et au Niger, ils ont carrément des enclaves sur les sites miniers. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce qui se passe au Mali est très dangereux, parce qu'on les voit s'approcher dangereusement des zones d'exploitation minière dans l'ouest du pays, sur l'axe Bamako-Kaï. Et on se rappelle aussi qu'il y avait une tentative d'implantation de ces groupes-là dans le cercle de Kadjolo, qui se trouve au sud du Mali, et qui est aussi une région d'exploitation minière. Donc, on sait que, par exemple, on a des cas documentés sur le fait que leur installation dans ces localités-là permettait de générer des ressources par rapport à l'exploitation de l'or. Il y a aussi la question du braconnage. D'ailleurs, l'implantation ou la descente des groupes dans la région de l'Est au Burkina Faso repose aussi en partie sur ce besoin-là. Le braconnage est aussi une activité lucrative, mais aussi ça permet de nourrir les hommes. Donc, les groupes font d'une pierre plusieurs coups. Ils ont des ressources financières générées à travers l'activité, mais ils ont aussi des ressources alimentaires. C'est une forêt qui offre des perspectives assez nombreuses. Donc, les sources de financement aujourd'hui des groupes sont véritablement endogènes. Maintenant, vous avez parlé de l'organisation aussi de ces groupes-là. Ces groupes, malheureusement, ne s'organisent pas toujours comme on les labellise. Vous savez, nous, on a tendance à labelliser les groupes État islamique dans le Grand Sahara, Moujao, AQMI. On a catégorisé tous les groupes en donnant un label à chacun. Mais quand on discute avec les combattants ou les communautés, on se rend compte que ce n'est pas forcément le label qui fait les groupes. C'est beaucoup plus souvent des questions de proximité, et c'est souvent aussi le leader intermédiaire de ces groupes-là. Et je crois que leur capacité aujourd'hui est devenue importante à travers le recrutement de leaders intermédiaires. Par exemple, Amadou Koufa dans le centre du Mali, Al-Kassoum, Suleiman Keita qui était dans la région de Sikasso, Petit Chaforé au Niger, Malam Diko, puis son jeune frère Jafar Diko au Burkina. Ce sont des figures emblématiques connues de ces localités-là et dont le discours était déjà présent dans l'esprit de nombreuses communautés bien avant l'arrivée de ces groupes-là. Donc le recrutement de ces leaders intermédiaires dans le groupe-là a favorisé leur expansion et leur ancrage local, ce qui rend aujourd'hui difficile le combat contre ces groupes-là. Baba Dakono, chercheur et secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. Ce 37e épisode de votre magazine Dans le Sahel,
qui en est à sa 2e saison s'achève. Cette semaine, nous faisions un focus sur les ressources matérielles et financières des groupes armés terroristes. Ce magazine est réalisé avec le soutien de la fondation Open Society. Retrouvez-le sur notre site wadr.org. Si vous voulez réagir à ce que vous venez d'écouter, rendez-vous sur notre page Facebook WADR Service français ou écrivez-nous à l'adresse mail wadr@wadr.org. Rejoignez-nous aussi pour discuter sur notre numéro WhatsApp +221 77 569 77 72 +221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut.